Bonjour à tous. Bonjour et merci d'être venus nombreux pour ce rendez-vous matinal ici au Conseil économique, social et environnemental, mais aussi en ligne, à distance. Je sais qu'il y a plusieurs lycées qui sont connectés aujourd'hui et je les en remercie. On m'en a donné la liste. Donc il y a le lycée Marianne à Créteil, le lycée Passy-Saint-Honoré et le lycée Carnot à Paris, le lycée Paul Verlaine à Reims, le lycée international Jules Guesde à Montpellier, le CFA de Nantes et le lycée Notre-Dame à Nice. On les remercie de nous suivre ce matin. Alors le thème de cette session numéro 9 du Printemps de l'économie est fondamental. Il nourrit ces dernières années de nombreux débats entre les économistes, entre les représentants politiques et même entre les journalistes. Et nous allons parler ce matin de dette, et plus spécifiquement de la soutenabilité de la dette publique française. Alors donnons d'abord ce chiffre colossal, 3 300 milliards d'euros. C'est bien le montant de la dette publique française au dernier pointage, au terme de l'année 2024. Si on le rapporte au PIB, ça représente un ratio de 112,8%. Pour comparer, en 2019 encore, avant la crise du Covid, ce ratio de dette sur PIB était encore inférieur à 100%. Voilà pour le stock. Parlons également du flux, le déficit public, c'est-à-dire le creusement de l'endettement sur une année. L'an dernier, en 2024, il a atteint 175 milliards d'euros. C'est 6% du PIB. Et c'est davantage que les 5,5% de l'année précédente, en 2023, sans pour autant que la France ait subi de chocs particuliers, et alors que nos grands partenaires européens, eux, réduisent leur déficit et la dette accumulée pendant les années de la pandémie. Alors il y a des explications. D'une part, les recettes fiscales n'ont pas été au rendez-vous, notamment en matière d'impôts sur les sociétés et de TVA. Et d'autre part, la dérive des dépenses des administrations locales s'est aggravée. Alors en 2024, on a connu la dissolution, l'absence de majorité à l'Assemblée nationale, les motions de censure. La situation politique en France n'a rien arrangé. Le budget 2025 du gouvernement Bayrou a finalement été voté et il prévoit de ramener le déficit public, donc de 6% l'an dernier, à 5,4% du PIB cette année. Cet espoir a été mis à mal encore il y a quelques jours par la révision à la baisse de l'hypothèse de croissance du PIB par la Banque de France, qui n'attend plus qu'une progression de 0,7% cette année contre 0,9% précédemment. Alors déjà, l'objectif de repasser sous la barre, la fameuse barre des 3% de déficit conformément aux exigences européennes, a été repoussé de 2027 à 2029. Et l'horizon paraît encore très optimiste. Voilà qui vient conforter le constat sévère de la Cour des comptes, et là je vais les citer. Depuis l'automne 2022, toutes les projections pluriannuelles visant à ramener le déficit sous les 3% de PIB se sont révélées caduques au bout de quelques mois, voire ab initio. Cette obsolescence accélérée des trajectoires de finances publiques affaiblit la position de la France et mine sa crédibilité. La France semble incapable d'endiguer la dégradation de ses comptes publics. Est-ce que c'est une fatalité? Est-ce que c'est si grave? Comment concilier ce souci de rigueur budgétaire avec des besoins d'investissement de grande ampleur, a fortiori lorsqu'il faut préparer l'avenir en finançant la transition écologique, mais aussi la hausse des dépenses d'armement qui paraît aujourd'hui plus nécessaire que jamais? Nous allons essayer d'apporter notre pierre à la réflexion grâce à un plateau de haut niveau. Je vous présente les 4 intervenants de cette session. Donc Jean Arthuis, ancien ministre de l'économie, Mathilde Viennot, économiste et cofondatrice de l'Institut Avant-Garde, Jérôme Kriel, économiste également à l'OFCE, et Rémi Carras, directeur et analyste en chef des notations souveraines Europe de l'agence de notation S&P. Monsieur Arthuis, je vous propose d'ouvrir cette discussion. Donc, je rappelle que vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances, ancien sénateur et président de la commission des budgets au Sénat et ancien président de la commission des budgets au Parlement européen. Alors tout simplement, je vais déjà vous demander comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation et est-ce que ces chiffres
vous inquiète, a fortiori dans un contexte, comme je le disais, où la France va devoir accentuer sensiblement ses dépenses en matière de défense, et quel risque la France a à s'endetter davantage? Belle question. Bonjour à tous et laissez-moi vous dire combien je suis impressionné de m'exprimer devant un public aussi jeune, venu si nombreux, si tôt au Conseil économique, social, environnemental, sur une question qui jusqu'à maintenant, avec quelque peine, a suscité l'intérêt de l'opinion publique. Donc, votre présence me paraît prometteuse. Vous posez des questions graves. C'est vrai qu'il y a une spécificité française, je crois. D'abord, 2025, c'est 50 années pendant lesquelles la France a été incapable d'équilibrer ses budgets. La dernière fois qu'on a équilibré le budget, c'était en 1974. Et quand on a du déficit public, comment le finance-t-on? On le finance par l'emprunt. Et c'est dans ces conditions que la dette publique, que l'on évalue par rapport au produit intérieur brut, la dette publique est passée d'un peu moins de 20% du PIB à aujourd'hui au moins 115%. Et à mon avis, on va aller assez rapidement vers 120%. Vous avez évoqué le chiffre de 3 300 milliards de dettes. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être autour de 3 400 ou 450. Donc, la dette continue à s'accumuler. Et quand on emprunte, il faut payer des intérêts. Et la charge d'intérêt vient dans le budget annuel de l'État ou de la sécurité sociale. Alors pendant la crise du Covid, on a pu emprunter à des taux proches de zéro et quelquefois négatifs. Et donc on avait l'impression que l'argent tombait du ciel, l'argent magique. Mais c'était une période très transitoire, très exceptionnelle, et vient un moment où les taux d'intérêt reprennent de la consistance. Et il y a une spécificité française, je crois. On a une forme d'addiction à la dette publique. On considère que le déficit, c'est pas grave, la dette non plus. Sauf que vient un moment, lorsqu'on est surendetté, où on perd ses marges de manœuvre et en quelque sorte sa souveraineté. On dépend de ses créanciers. Je me souviens d'un débat à une époque. Le déficit s'annonçait un peu moins important que ce qui était prévu dans la loi de finances initiale. Alors certains considéraient que c'était une cagnotte budgétaire. Donc nous avons une particularité par rapport à nos partenaires. Donc je crois qu'il faut faire très attention. On est allé assez loin dans l'endettement public. Il va falloir essayer de procéder à des arbitrages, d'autant que quand on emprunte pour financer des investissements, construire une université, une école, s'équiper militairement. Mais est venu un moment où on a emprunté pour financer des dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire des salaires, c'est-à-dire des pensions de retraite. Donc c'est là qu'on se trouve dans des situations quand même quelque peu fragiles. Alors, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est grave? Je pense, oui, que c'est relativement grave. D'abord, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une accélération de l'endettement public. En 10 ans, on peut considérer que pratiquement la dette publique s'est accrue d'un tiers. Accélération de cette dynamique. Par ailleurs, quand on emprunte, je vous l'ai dit, on subit une charge d'intérêt qui pèse sur les budgets au fil des années. Et pour peu que les intérêts viennent à croître, avec une dette de 3 400 milliards, si un jour les intérêts sont autour de 3%, vous avez chaque année l'obligation d'inscrire dans votre budget 100 milliards de charges d'intérêt. C'est-à-dire plus que le budget de l'éducation nationale, c'est plus que le budget que souhaite le ministre des Armées aujourd'hui, budget réévalué. Donc faisons très attention. Je pense que nous encourons au moins 3 risques. Le premier risque, c'est celui de l'augmentation des taux d'intérêt, ce que je viens d'évoquer. Le second risque, c'est aussi une déstabilisation de la zone euro. Quand on a créé l'euro, on a passé une convention avec nos partenaires de l'Union européenne en disant, bon, on va essayer d'avoir une monnaie unique parce qu'un marché unique sans une monnaie unique,
c'est des instabilités monétaires et c'est un facteur qui perturbe la croissance et qui nuit à la création d'emplois. Mais pour accepter une monnaie unique, quand on n'a pas d'État, il fallait inventer un règlement de copropriété de l'euro. C'est là qu'on a inventé le pacte de stabilité et de croissance en disant, bon, on va essayer d'être un peu sérieux et d'éviter que le déficit aille au-delà de 3% du produit intérieur brut. Vu par la France, au fond, 3%, qui était le plafond dans les périodes difficiles, c'est devenu un objectif. On a dit, bon, bah, quand on est à 3%, c'est pas si mal. Et de temps en temps, on s'est trouvé au-delà de 3%. Donc, si nous ne respectons pas nos engagements auprès de nos partenaires européens, vient un moment où la zone euro pourrait en souffrir. Alors vous me direz, les Allemands commencent à réviser leur position puisqu'ils avaient voté en 2013 une loi qui visait à freiner l'endettement, loi constitutionnelle, et le futur nouveau chancelier, le futur chancelier, pardonnez-moi, a prévu un plan exceptionnel d'investissement de 500 milliards. Mais ce plan exceptionnel ne veut pas faciliter la baisse des taux d'intérêt. Je crois que les marchés en ont déjà tiré les conséquences. Donc, faisons quand même très attention de ne pas déstabiliser la zone euro. Et puis le troisième risque, c'est que lorsque survient une crise du Covid, une crise géopolitique, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, aurons-nous les moyens de faire face au financement nécessaire? Si on est vraiment au taquet, aux limites maximales de l'endettement, comment va-t-on pouvoir en sortir? D'autant que nous avons aussi à régler une crise, qui est la crise de la crise, c'est d'assumer la transition énergétique, la transition écologique, le climat. Comment s'en sortir? Donc je crois qu'il faut que nous puissions réviser nos pratiques, sortir de cette addiction à la dépense publique. Dès qu'il y a un problème, on nous dit bah, c'est une question de moyens. Or, bien souvent, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de gouvernance, c'est une question d'organisation, c'est une question de management. Et c'est, à mon avis aussi, bien souvent une question de reddition de comptes. Oui, justement, c'est la solution c'est une pratique qui est très naturelle dans le monde de l'entreprise et c'est la solution que vous préconisez aussi oui, parce que je pense que des finances publiques. On a vraiment beaucoup de mal à faire des réformes en France. On pratique la procrastination systématique. On voit bien ce qu'il faudrait faire, mais on ne le fait pas. On se dit, bon, bah, la dette, c'est pas très grave. Et puis quand on essaie d'équilibrer les comptes publics, on est suspect de rigueur budgétaire, alors qu'on essaie simplement d'équilibrer les comptes publics. Et je pense que dans une démocratie, il est un moment où il faut rendre des comptes. Les constituants de 1789 avaient inscrit à l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen la société est en droit de demander à tout agent public de rendre compte de son administration. Or, dans l'entreprise, dans les associations, la présentation d'un bilan chaque année, d'un compte de résultats est un grand moment. Et chacun comprend bien ce que sont ces documents et les conséquences qu'il faut en tirer. Dans la sphère publique, on ne s'intéresse qu'au projet de budget. Et alors là, c'est un débat extraordinaire, ça dure 3 mois au Parlement. En général, le budget qui sort n'est pas très différent de celui qui était entré, mais ça occupe. Et puis, ça permet de déposer des amendements. Et comme l'amendement est devenu l'indicateur de performance de tout parlementaire, on fait des amendements. Lorsque vient le temps de la reddition de comptes, c'est-à-dire la loi de règlement, pour la sécurité sociale, pour l'État, et c'est vrai aussi pour les collectivités locales, ça n'intéresse personne. Alors, ça n'intéresse personne d'abord parce que ce n'est pas intelligible. C'est une masse de documents, même les experts, je parle sous le contrôle des experts, même les experts n'y comprennent pas grand-chose. Et à l'Assemblée nationale, il ne vous a pas échappé qu'il y a quelques semaines, quand est venue la loi d'approbation des comptes de 2023, ils ont dit, c'est même pas la peine d'en discuter, on pose une question préalable. Donc je pense que si on veut pouvoir faire des réformes, il faut de la pédagogie. Et pour de la pédagogie, il faut rendre compte, il faut dire quelle est la situation, il faut consolider les comptes de l'État et de la sécurité sociale pour avoir une idée claire que, par nature, ce que sont les dépenses, ce que sont les recettes qui sont les impôts, et quand il n'y a pas suffisamment d'impôts, eh ben, on emprunte, ce qui est commode, mais ce qui n'est pas la bonne démarche. La démocratie a besoin de lucidité,
Elle a besoin de courage également et de volonté. Donc je pense que pour procéder à cette pédagogie, il faut qu'on se prépare à présenter les comptes publics d'une manière qui soit intelligible, qui parle à toutes les parties prenantes, c'est-à-dire à tous les citoyens, aux financeurs. Ça ne mettra pas en péril les agences de notation, à tous ceux qui sont impliqués pour que l'on comprenne bien l'urgence et la nécessité d'un certain nombre de réformes sans lesquelles nous nous mettons en danger parce que vient un moment où l'État perd sa souveraineté. Quand on voit que la dette publique est détenue à 60% par des investisseurs étrangers, peut-être qu'un jour ces investisseurs étrangers feront moins confiance au débiteur qu'est le Trésor public français et qu'alors nous serons dans de vraies difficultés. Donc je pense qu'il y a une vraie réforme à entreprendre, et c'est vrai aussi au Parlement, pour la présentation des comptes de la sécurité sociale. Il faut que ces comptes soient certifiés, qu'on atteste de leur sincérité, qu'ils donnent une image fidèle de la situation, du patrimoine et des résultats, et qu'alors puisse s'enclencher un vrai débat, et qu'il y ait en France une autorité financière indépendante pour parler aux Français, et qui ne soit pas suspecte de parti pris ou de conflit d'intérêts. Mathilde Viennot, je rappelle que vous êtes économiste et cofondatrice de l'Institut Avant-Garde, qui est un think tank spécialisé sur les questions d'économie et d'environnement. Et j'ajoute que vous avez consacré votre thèse à la crise de la dette grecque, ce qui fait de vous une observatrice avertie en matière d'endettement excessif. Alors le thème de cette session, c'est jusqu'où peut-on aller dans la dette, l'endettement? À quel moment est-ce qu'on peut considérer une dette publique comme excessive? Est-ce que l'État français s'oriente vers la faillite? Merci beaucoup. Donc, ce qui est marrant, c'est que cette expression de l'État français qui va faire faillite, ça date en fait de 2007, de François Fillon, qui l'avait dit alors que le ratio de dette sur PIB était à 64% du PIB. Et donc aujourd'hui, on est à plus du double, enfin presque le double. Et pourtant, il n'y a pas eu de procédure de défaut ou de restructuration. Pardon. Et ça, en fait, c'est parce que le ratio de dette sur PIB, ce n'est pas en fait le bon indicateur pour mesurer si une dette va être soutenable ou pas. En fait, la soutenabilité d'une dette, il y a des définitions très hétérogènes selon les économistes. Souvent, en fait, on va confondre soutenabilité avec liquidité. Donc la liquidité d'une dette, c'est si on est capable de la rembourser ou de la rouler pour un pays à court terme. Donc on peut être soutenable, mais non liquide. Pareil, parfois, on va confondre soutenabilité avec solvabilité. Solvabilité, c'est de pouvoir rembourser ou rouler sa dette à long terme. Et donc, pareil, on peut être, ne pas être liquide, mais être solvable et puis être soutenable. Donc, soutenabilité, disons qu'une des définitions médianes, c'est que la dette ne soit pas sur une trajectoire qui explose. Sauf que ça va dépendre de plusieurs paramètres et pas seulement du niveau du ratio de dette. Ça va dépendre par exemple de la qualité des politiques publiques et des institutions. Et donc de la confiance qu'on aura dans la capacité du pays à faire des réformes. Ce qu'on a vu, c'est que lors, par exemple, de la réforme des retraites ou de la dissolution, c'est là que la note de la France, donc la note de sa dette, a été baissée. Ça va dépendre aussi, bien sûr, du taux d'intérêt. Et donc, monsieur l'a dit, plus les taux seront hauts, moins la dette sera soutenable. Et donc, on peut aussi se demander si la dette peut être ce qu'on appelle un actif sûr. Ça va dépendre aussi de la maturité
la dette. Donc plus la dette va être longue, plus elle sera soutenable. Ça va dépendre aussi de la monnaie dans laquelle elle est nominée. Puisque si votre dette est dénominée dans une monnaie étrangère, elle va être soumise à un risque de change. Et puis enfin, ça peut dépendre aussi de qui la détient. Et donc, encore une fois, monsieur l'a dit, en fait, la dette sera plus soutenable si elle est majoritairement détenue par les résidents du pays. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, que la définition de la soutenabilité, elle est multifactorielle. Et donc, de regarder seulement le ratio et de dire qu'il ne faut pas dépasser un certain ratio ne nous dit finalement pas grand-chose sur le fait que cette dette soit soutenable ou non. Je rappelle que le Japon, par exemple, est à 260% du PIB. Et donc, c'est important de savoir si sa dette est soutenable et donc de continuer de financer certaines dépenses avec. En fait, il y a certaines dépenses publiques qui doivent plutôt se financer par l'impôt et puis d'autres plutôt par la dette. C'est en fait une question de consentement. Il y a des dépenses publiques qui vont concerner les générations d'aujourd'hui. C'est par exemple le cas des dépenses sociales. Et bien là, ça fait sens que ce soit la génération qui bénéficie de ces dépenses et qui les paye. Et donc, c'est pour ça qu'en très grande majorité, les dépenses sociales sont financées par l'impôt. Et puis, il y a d'autres dépenses, donc typiquement celles de la défense, mais aussi de la transition, vous l'avez dit, de l'éducation, qui en fait concerne plutôt les générations futures. Et donc là, ça fait sens qu'elle soit plutôt financée par la dette. Ce qu'on voit d'ailleurs avec la défense, c'est que tous les verrous sautent, donc notamment en Allemagne, quand il est question de faire des grosses dépenses de défense. Mais ceci étant dit, à chaque fois qu'on décide de financer des dépenses, il faut absolument faire cette revue de soutenabilité, surtout que si on ne fait pas ces dépenses-là, ça va jouer aussi sur la soutenabilité de la dette. Typiquement, si on ne fait pas maintenant les dépenses de transition, elles vont coûter plus cher demain. Donc en fait, ce sera moins soutenable de les faire demain que de les faire maintenant. Demain va sortir le rapport Quinet, donc qui est un rapport très connu pour nous les experts, parce qu'il donne la valeur du carbone. Et en fait, donc sans trahir de secret d'État, je crois, ce que va montrer demain le rapport Quinet, c'est que la valeur est plus élevée que le rapport Quinet de 2019, ce qui veut dire que parce qu'on a pris du retard, cela coûte plus cher maintenant de faire les dépenses de transition plutôt que de les avoir faites avant. Alors vous parliez des dépenses, des investissements dans la défense qui vont être à fournir. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de financer par un grand emprunt le plan ReArm qui a été annoncé par la présidente de la Commission européenne? Oui, tout à fait. Donc, ReArm Europe, c'est donc 800 milliards d'euros qui ont été annoncés, qui aujourd'hui doivent être financés donc soit par une nouvelle flexibilité des règles budgétaires, soit par des prêts européens pour des achats
commun d'armes, soit par une petite part du fonds de cohésion. Et donc, il n'y a pas du tout de réflexion, soit sur une dette commune européenne pour financer ces 800 milliards, ni sur l'utilisation des avoirs russes gelés, ni sur une réaffectation du mécanisme européen de stabilité. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que ce We Arm Europe, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça a fait sauter certains verrous comme les règles, mais c'est en fait une vision de très très court terme. Parce qu'en fait, donc, de faire sauter ces règles, c'est penser que les questions de défense sont des questions de court terme. Mais si la guerre dure, quelle est la crédibilité de ces règles si en fait on décide d'y déroger chaque année? Ça relance aussi le débat sur quelles sont les dépenses qu'on peut sortir des règles. Donc là, en fait, c'est la défense. Pourquoi, du coup, est-ce qu'on ne sortirait pas aussi les dépenses de transition? Et en fait, ça reflète la politique européenne actuelle, qui est en fait des financements nationaux pour des compétences nationales. Mais il n'y a pas du tout de vision commune sur ce que serait une dette, sur comment est-ce qu'on finance les dépenses de long terme, défense, mais aussi transition. Et donc, on a absolument besoin d'une vision politique sur la dette, beaucoup plus qu'une ingénierie financière, finalement. Jérôme Kriel, je vous propose de rebondir aussi sur ce sujet. Je vous rappelle que vous êtes économiste, directeur de département des études de l'Observatoire français des conjonctures économiques et professeur d'économie à l'ESCP. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée de grand emprunt pour financer la défense ? Si vous me permettez, je vais peut-être commencer par rappeler qu'en fait, on a une forme d'opposition entre monsieur le ministre qui nous rappelle qu'il va falloir commencer à faire un peu de consolidation budgétaire et Mathilde Viennot qui nous rappelle qu'il faut faire de l'interventionnisme. Et donc on est un petit peu coincé, mais vous l'avez rappelé, il faut faire de l'interventionnisme aussi, mais de l'interventionnisme intelligent, j'ai envie de dire. Et alors, une des raisons qui va aussi sans doute expliquer la difficulté à s'engager dans la consolidation budgétaire, c'est que pour l'instant, il y a quand même une forme de consensus entre les économistes sur la valeur de ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. L'effet multiplicateur, c'est l'impact attendu d'un changement de dépenses publiques inattendu sur l'activité économique. Et on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il est positif et qui peut se situer entre 0,5 et 1,5%, signifiant que si vous faites de la consolidation budgétaire, vous devez vous attendre à un ralentissement de l'activité économique. Ce qui peut expliquer le fait que ça fait si longtemps qu'on ne fait pas de consolidation budgétaire, notamment en France, parce qu'on ne s'est jamais vraiment trouvé dans une situation de croissance tellement exceptionnelle qu'on puisse se dire c'est le bon moment de le faire. Il y a certainement eu des moments où on aurait pu le faire. Vous vous rappeliez l'épisode de la cagnotte. Malheureusement, on ne l'a pas fait à cette occasion. La question qui se pose à nous aujourd'hui, c'est quand même celle de savoir est-ce que c'est le bon moment? Alors, c'est difficilement le bon moment, compte tenu des nombreux besoins qui sont les nôtres. Maintenant, en termes de défense, c'est la nouveauté, en termes de transition écologique, en termes de transition digitale, en termes de cohésion au niveau européen et en termes de lutte contre les inégalités qui continuent d'être en France gérées par des politiques publiques. Donc ça rend difficile le fait de s'engager dans la consolidation budgétaire. Pourtant, on a des problèmes de dette. Et la France a particulièrement des problèmes de cette nature. Et c'est sans doute la raison pour laquelle, si on pouvait passer à un échelon supérieur, européen, je viens enfin à votre question, je vous ai vu inquiète, mais vous inquiétez pas, j'arrive. Je vous ai confiance. En passant à l'échelon européen, on serait en mesure de certainement dégager des marges de manœuvre pour développer des projets qu'on pourrait qualifier de production de biens publics européens, comme le fait d'améliorer la qualité de l'air et
d'assurer cette transition écologique au moins sur le territoire européen, et puis évidemment d'assurer la défense des Européens, parce que ça fait partie du projet européen. Le projet européen, c'est assurer notre prospérité et notre sécurité. Notre sécurité, elle est actuellement en discussion du fait de l'agressivité des Russes. Donc il faut donc penser à l'échelon supérieur. Ce que disait Mathilde Viennot était très juste. Il y a un projet ReArm Europe qui lève un verrou, celui des règles budgétaires, puisque Ursula von der Leyen, qui a été à l'initiative avec la Commission européenne de modifier les règles budgétaires il y a à peine un an, enfin il y a un an maintenant, est en train de dire, voilà, on peut exclure des dépenses budgétaires surveillées par la Commission européenne, les dépenses militaires. C'est une proposition qui a été faite depuis 20 ans par de nombreux économistes, de dire qu'il faudrait exclure certaines dépenses de la surveillance budgétaire de la Commission européenne, pourvu que ces dépenses soient clairement identifiées comme étant favorables aux générations futures et porteuses de croissance économique, à court et donc à plus long terme. Ces économistes n'ont pas été entendus jusque-là, mais on va le faire pour les dépenses militaires. Est-ce que c'est suffisant? C'est impossible d'imaginer que ce soit suffisant. Comment imaginer, mais c'est Rémi Carras qui sera le mieux à même d'y répondre, de voir la France décider de faire un investissement important dans les dépenses militaires, d'avoir dès lors, si la consolidation n'est pas faite, besoin d'emprunter un peu plus, donc de voir ses charges d'intérêt augmenter un peu plus. Comment est-ce qu'on réagit et comment les marchés vont-ils réagir à cette initiative, et comment est-ce que nous, on est capable d'assurer la crédibilité de la signature de la dette publique française? Je pense que ça n'est pas possible. Je pense que la réticence des Italiens à bénéficier de cette clause d'exemption montre bien que les Italiens sont conscients qu'ils n'ont pas les marges de manœuvre auprès des marchés financiers que Ursula von der Leyen semble penser que nous avons. Et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il manque dans cette équation ou bien une dette véritablement européenne, et on passe au niveau supérieur. Ce que rappelait Mathilde Viennot, c'est qu'il va y avoir 150 milliards d'euros d'émissions de dette par l'Union européenne pour proposer des prêts aux différents États membres pour financer certaines de leurs dépenses militaires. Mais là, il faut rappeler une chose, c'est que Next Generation EU, qui a été annoncé en juillet 2020, signé en décembre 2020, qui donne lieu à de très nombreuses dépenses budgétaires depuis, est un succès relativement mitigé, notamment parce qu'il est séparé, ce fonds, le fonds de relance et de résilience, entre des prêts européens et des subventions. Les subventions, on les remboursera en 2058, c'est de l'argent gratuit pour les États membres qui les réclament jusqu'en 2058. C'est dans très très longtemps, en 2058, on est d'accord. Les prêts n'ont pas eu beaucoup de succès. Les prêts n'ont pas eu beaucoup de succès parce que pourquoi passer par l'ingénierie financière européenne quand vous pouvez aller vous-même sur le marché pour emprunter? Donc là, Ursula von der Leyen nous rappelle qu'on pourrait faire des prêts européens alors que les prêts européens, ça n'a pas vraiment marché. Il faut passer à une dette européenne. Mais une dette européenne, je sais bien que personne n'en veut, parmi les États membres. Cependant, il y a vraiment une institution dont on ne parle pas, dont on n'a toujours pas parlé, dont je vais parler, c'est la Banque Centrale Européenne. Monsieur Villeroy de Galhau intervenait sur les ondes de France Inter pour dire il faut penser, il n'y a plus de quoi qu'il en coûte, il ne faut pas attendre après nous, etc. Il va falloir, on ne peut pas augmenter les impôts, mais il va falloir baisser les dépenses en France, ok, admettons. Mais on ne peut pas faire sans la Banque Centrale Européenne qui a, elle, l'ingénierie financière suffisante pour mener à nouveau des politiques qu'on a longtemps qualifiées de non conventionnelles, mais que désormais la BCE maîtrise parfaitement. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer? Eh bien, il pourrait se passer ce qui s'est passé pendant la crise de Covid. Certes, nos dettes publiques ont augmenté très sensiblement, mais la majeure partie, sinon la totalité des dettes publiques émises pendant la crise de Covid-19 par tous les États membres de l'Union européenne est dans les comptes de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est un acteur stable qui détient notre dette publique. Donc on est passé de 60 à 90, de 90 à 112, 120 pour l'Italie ou au-delà. Il y a une partie de cette dette qui est au chaud quelque part. Donc il est totalement absurde
d'imaginer vouloir revenir un jour à 60% du PIB, il faut bien être conscient qu'on a 20 à 30 points de PIB de dette qui est due à une crise dont les responsables sont certainement pas européens, la crise de Covid-19. Et il y a une autre raison qui peut justifier le passage à une dette européenne qui serait pour partie acquise par la Banque Centrale Européenne, c'est qu'on nous dit qu'il y a beaucoup d'instabilité politique aux États-Unis, qu'il y a une volonté sur les marchés d'aller plus vers l'euro que vers le dollar, parce que le dollar a vocation à être un petit peu instable du fait de l'instabilité de ces institutions ces temps-ci. Donc c'est l'euro la future monnaie de réserve du monde? C'est un peu la discussion qui me semble être menée au plan mondial, notamment par les pays producteurs de pétrole qui émettent l'idée de modifier un peu la répartition de leurs réserves de monnaie internationale en faveur de l'euro. Mais une des raisons qui fait que le dollar est cette monnaie de réserve internationale, il y en a plein, c'est qu'il y a énormément de dettes émises aux États-Unis. Il y a une profondeur et une liquidité des marchés financiers américains qui est sans commune mesure avec la liquidité et la profondeur des marchés européens. Donc la croissance n'est certainement pas la même, mais ils sont plus endettés. Peut-être que c'est leur endettement qui a généré la croissance. Ça reste discutable, je n'ai pas la preuve absolue de ce que j'affirme, je ne l'affirmerai pas. Donc. Mais le point que je veux soulever ici, c'est la question, c'est jusqu'où on va. Je ne veux pas mésestimer les difficultés de financement de la dette publique en Europe dans une zone avec 20 pays qui n'ont qu'une seule banque centrale, qui ne sont pas du tout dans la même situation que les États-Unis d'Amérique. Pour autant, si on veut faire de l'euro une monnaie de réserve internationale, il ne faut pas oublier qu'il va falloir plus de dettes émises en euros. Pourquoi pas de la dette publique? Elle est généralement un peu plus sûre que la dette privée. Merci. On va demander maintenant l'avis du représentant des agences de notation du jour. Donc Rémi Carras, vous êtes directeur et analyste en chef des notations souveraines Europe de l'agence de notation S&P Global Ratings. Alors S&P a récemment abaissé à négative la perspective de la note française. C'est bien qu'on ne peut pas aller trop loin dans la dérive de la dette. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu de pédagogie sur comment travaillent les agences de notation et comment chez S&P on juge la note de la France, la dette de la France? Bonjour à tous. Il y a un terme qui a été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui qui est la marge de manœuvre. Et pour répondre à votre question, je pense qu'il faut raisonner en termes de marge de manœuvre. Naturellement, plus le ratio d'endettement est élevé, moins la marge de manœuvre budgétaire est importante, notamment pour faire face à d'éventuels nouveaux chocs ou à de nouvelles dépenses. Je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Je vois qu'il y a pas mal d'étudiants, donc je vais essayer de revenir sur les bases d'une notation. Ce que l'on fait chez S&P, nos notations fournissent une sorte de langage commun, je dirais, qui permet de comparer la capacité des États à rembourser leurs dettes, pour faire simple. Cette analyse est fondée sur l'analyse des fondamentaux, budgétaires évidemment, et c'est là où je vous rejoins, mais aussi l'analyse des fondamentaux économiques, monétaires, extérieurs, institutionnels. Donc c'est un ensemble, et c'est dans ce cadre-là qu'évolue la notation de la France. La note de la France reste une note extrêmement élevée. On parle d'un double 1-, donc 3 notches en deçà du fameux AAA qui est la meilleure note. Ceci étant dit, effectivement, chez S&P, on a décidé, donc il y a une vingtaine de jours, de revoir la perspective sur ce double 1- de stable à négative, sachant qu'on avait déjà décidé de revoir la note à la baisse en mai dernier, en mai 2024, justement parce que le ratio d'endettement continuait à augmenter. Ce que l'on dit aujourd'hui derrière cette perspective négative, c'est que non seulement le ratio d'endettement va augmenter, mais potentiellement il risque d'augmenter plus vite que ce que l'on prévoit et que ce que prévoit le gouvernement. Et je pense qu'il y a 3 éléments qui sous-tendent notre décision de réviser cette perspective à négative.
Et c'est là où je vous rejoins, et ce sera mon premier point. Ce que l'on observe aujourd'hui, c'est effectivement une spécificité française. Il y a une divergence entre la trajectoire des finances publiques en France et la trajectoire des finances publiques ailleurs en zone euro. Juste pour que ce soit un peu plus concret pour vous, on a le déficit public le plus élevé en zone euro. Deuxièmement, notre ratio d'endettement est devenu aujourd'hui le plus élevé en zone euro après la Grèce et l'Italie. Donc c'est assez révélateur. Et le troisième point qui est encore plus révélateur à mon sens, c'est que la France est le seul pays de la zone euro à ne jamais avoir eu de surplus budgétaire primaire depuis 2001. Qu'est-ce que la balance budgétaire primaire? C'est la balance budgétaire qui exclut les paiements d'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Un, que la faiblesse structurelle de la France, entre guillemets, c'est son déficit budgétaire primaire, et effectivement, le fait est qu'on a le ratio de dépenses publiques le plus élevé en zone euro, et l'un des plus élevés dans le monde d'ailleurs. Et ça veut dire une deuxième chose, c'est que la France fait face aujourd'hui à une autre problématique, à une nouvelle problématique, qui est la hausse des coûts de la dette. Les paiements d'intérêt ont augmenté, et je pense qu'il y a un consensus pour dire qu'ils vont continuer à augmenter et prendre une place de plus en plus importante dans le budget. Plus de 50 milliards en 2025. Absolument, ouais. Et on parle même de 100 milliards d'ici à 2028-2029. Donc ça soulève effectivement quelques questions. Et j'avais un autre point qui m'échappe, qui va me revenir. Oui, et tout ça effectivement arrive dans un contexte politique qui est pour le moins complexe. Vous connaissez la fragmentation parlementaire qui existe aujourd'hui. Et ce qui veut dire qu'on a en France pas de consensus autour du redressement des finances publiques, en tout cas autour de la façon de consolider les finances publiques. Il y a un terme dans notre méthodologie qui est assez intéressant, qui est le terme de prédictibilité. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on vit dans un monde de moins en moins prévisible pour un tas de raisons. Mais quand on regarde, en tout cas, ce qui se passe en France, on ne sait pas si les difficultés qu'on a connues autour du budget 2025 vont se répéter pour le budget 2026, on ne sait pas s'il y aura une autre motion de censure, et on ne sait pas s'il y aura d'éventuelles élections anticipées après juillet. Et tout ça arrive dans un contexte, et c'est mon troisième et dernier point, où il y a de vrais risques sur la croissance économique qui a été mentionnée auparavant. Pareil, pour de nombreuses raisons, pour une montée du protectionnisme entre guillemets, notamment ce qui se passe aux États-Unis. Et tout simplement, si la croissance économique n'est pas au rendez-vous, ça compliquera davantage le travail du gouvernement, que ce soit le gouvernement actuel ou un autre gouvernement dans le futur, pour redresser les finances publiques. Tout ça dans un contexte où l'on parle effectivement de nouvelles dépenses autour de la défense. Donc j'insiste sur le fait qu'il faut raisonner marge de manœuvre quand on parle en tout cas des notations et quand on regarde le ratio d'endettement parmi d'autres indicateurs. Alors justement, sur les dépenses de défense, on l'évoquait tout à l'heure, de les sortir du calcul du déficit. Vous, en tant qu'agence de notation, qu'est-ce que ça change à votre regard? Pour faire bref, ça ne change pas grand-chose. Ce que l'on regarde pour construire notre note, c'est le déficit budgétaire global, le besoin de financement global, et donc la dette globale. Et ce qu'il faut rappeler, c'est que notre méthodologie s'applique à l'ensemble des souverains qu'on note dans le monde. On en note près de 140 publiquement. Et donc on a nos propres seuils que l'on analyse, qui ne correspondent pas nécessairement aux seuils présentés par la Commission européenne. Ce qui est certain, pour revenir à la notation de la France, c'est que la France n'a pas la même marge de manœuvre budgétaire qu'un pays comme l'Allemagne.
Et la France n'a pas la même croissance économique que certains de nos voisins européens, comme l'Espagne, par exemple. Ce qui sera intéressant d'analyser en revanche, on a parlé d'effets multiplicateurs, c'est l'impact potentiel de ces dépenses sur la croissance, etc. Mais je pense qu'on est encore dans une période assez incertaine, donc ce sera des choses qu'on regardera à l'effet PIB, entre guillemets. Monsieur Arthuis, vous voulez réagir? Oui, parce que l'idée de mettre la dette défense à part, on avait connu ça au moment de la dette Covid. Certains imaginaient même de cantonner la dette Covid. Une espèce de formule magique. Mais la dette Covid, c'est une dette qui s'ajoute à la dette, point barre. Et quand on fait un cantonnement, il faut trouver des recettes en contrepartie. Or, là où on n'a pas de marge de manœuvre, c'est qu'on a les prélèvements obligatoires les plus élevés par rapport à d'autres. Donc il faudra peut-être qu'on revoie aussi ce que sont nos prélèvements obligatoires. Et quand on continue à asseoir certains impôts et cotisations sociales sur la production, sur le travail, on organise la délocalisation et la désindustrialisation. Donc je pense qu'il y a des réformes qui nous attendent pour retrouver de la compétitivité et retrouver de la croissance. Parce que le coût de l'emprunt européen, c'est formidable. Mais l'emprunt qui a été souscrit à l'occasion du Covid, qui va faire 650 milliards, c'est astucieux parce qu'on ne le rembourse qu'à compter de 2028. Mais à partir de 2028, comment allez-vous financer les remboursements? Tout à l'heure, on a évoqué le roulement de la dette. Ça veut dire quoi, le roulement de la dette? Ça veut dire qu'on ne rembourse jamais la dette. Cette année, on va émettre un peu plus de 300 milliards, la moitié pour financer le déficit, et l'autre moitié pour rembourser les emprunts qui viennent à échéance. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Là où je rejoins l'OFCE, c'est qu'il faut faire de la croissance. Et pour faire de la croissance, il faut s'intéresser aussi à la balance commerciale. Et la balance commerciale est déficitaire depuis 20 ans. Ça veut dire qu'on consomme plus que ce qu'on produit. Donc préparons-nous, chers amis, à produire plus, à produire mieux, à faire de la croissance. Je pense qu'il faudra travailler un peu plus. Je vous propose de laisser la place aux questions. On le disait, hein, c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats. Donc il y a un micro qui va circuler dans la salle. Si vous avez des questions sur ce sujet de la dette publique et de sa soutenabilité, n'hésitez pas. En ligne, vous pouvez aussi nous envoyer des questions sur les réseaux sociaux en mettant le hashtag Printemps de l'écho. Donc n'hésitez pas également. Oui, je vous en prie. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour vos interventions. Et moi, j'avais une question concernant, du coup, notamment ce que vous venez de dire, Monsieur le Ministre, sur la croissance. On sait que c'est notamment à cause de la croissance qu'on subit cette crise écologique et qu'on va la subir de plus en plus. Comment penser à un modèle où on essaierait bon, on s'éloigne du sujet de la dette, mais où on essaierait de produire moins, où on essaierait de décroître et est-ce qu'on peut financer ça? Donc ça, c'est une première question. Et ensuite, sur la dette... Non, mais c'est déjà bien, en fait, comme ça. Alors, Monsieur Arthuis, comment concilier impératif écologique, croissance, dette? Je crois qu'il faut produire intelligemment. C'est en cela que parmi les investissements que nous avons à faire, un investissement majeur, c'est la formation professionnelle. Comment préparer des talents pour demain? Parce qu'un autre défi que l'Europe va devoir assumer, c'est que chaque année, du fait de la situation démographique en Europe, on va perdre 2 millions d'actifs en Europe, et ceci pendant au moins 20 ans. Donc, préparons les talents de demain pour maîtriser ces défis, qui sont la transition écologique. Comment faire plus de croissance sans abîmer l'environnement? Il y a un équilibre à trouver. On part de l'idée que la consommation dope la croissance. Mais dans le PIB, il y a les marges commerciales sur les produits qu'on importe. Est-ce que c'est vraiment de la vraie croissance, celle-là? J'en suis pas sûr. Donc il faut réindustrialiser en maîtrisant l'énergie, en maîtrisant l'impact sur le climat et sur l'environnement. Ceci passe par la formation professionnelle, la maîtrise de l'intelligence artificielle pour en faire le meilleur usage possible. Donc moi j'ai une vision très optimiste à ce sujet, mais est fini le temps où on pensait que pour assurer la paix dans le monde et le développement des pays du Sud, avec le droit international et le commerce mondial, on allait en sortir. Je crois qu'il faut que l'Europe aussi se prépare à se protéger et sorte des naïvetés qu'elle a eues jusqu'à maintenant
pensant que la priorité, c'était de faire plaisir aux consommateurs. Donc je pense qu'il faut qu'on trouve un vrai équilibre entre consommation et production. Mathilde Génaud. Oui, alors il y a un gros rapport qui est sorti il y a 2 ans qui s'appelle le rapport Pisani-Mahfouz qui regarde l'impact de la transition sur la croissance et puis aussi sur l'emploi et tout ça. Et donc c'est là que je ne suis pas tout à fait en ligne avec vous parce que ce rapport, il montre que la transition va nettement ralentir la croissance. Et donc ça pour 3 raisons, parce que en fait il y a 3 moteurs de la transition. C'est la sobriété, donc il va falloir qu'on consomme moins, et donc si on consomme moins, bah, ça fait moins de croissance, et il va falloir qu'on détruise des actifs, donc c'est ce qu'on appelle les actifs échoués. Donc c'est toutes les usines brunes, les actifs bruns, etc. Et donc ça, c'est 2000 milliards de dollars par an dans le monde. Donc c'est colossal. Et donc si on détruit des actifs, ça fait moins de croissance. Et puis aussi, parce qu'il va falloir qu'on modifie tous nos efforts de recherche sur le vert, et donc ça va ralentir aussi la croissance. Et donc en effet, vous avez raison, comment est-ce qu'on fait dans un monde qui a moins de croissance pour financer tout ça, enfin financer la défense, le modèle social et puis la transition qui elle-même coûte cher. Eh bien en fait c'est une question de partage. Et en fait, va donc plus que trouver des financements ailleurs et puis aller comme ça vers un financement sans fin. En fait, il va falloir qu'on se partage la facture, donc entre France, Europe et collectivités locales, entre ménages, entre banques, entre entreprise, pardon. Mais c'est vrai qu'on va rentrer dans un logiciel de perte, et en fait c'est un vrai changement de paradigme si on veut vraiment faire cette transition. Jérôme Kriel. Si je peux ajouter un mot, il y a aussi une autre chose qu'il va falloir modifier. Il y a eu un rapport d'Enrico Letta qui énonçait le fait qu'il y avait un énorme montant d'épargne européen qui allait s'investir ailleurs qu'en Europe, notamment aux États-Unis, dans la tech, etc. Et qui, en fait, va pas tenir la conclusion que je prends. La conclusion du rapport Letta, c'est de dire qu'il faudrait une union des marchés de capitaux pour qu'il soit beaucoup plus simple de mieux investir l'épargne locale européenne dans l'investissement local européen. Mais une des raisons fondamentales qui veut que nous ayons une épargne européenne qui s'investisse ailleurs, c'est parce que justement nous avons des surplus commerciaux par rapport au reste du monde. La zone du monde qui a les exportations nettes mondiales les plus élevées, c'est la zone euro. La France est certes en déficit commercial, mais c'est un peu moins. C'est pas le cas de l'Allemagne, même si la situation s'est beaucoup détériorée avec la crise énergétique. Mais si on veut se recentrer sur nous-mêmes pour favoriser cette transition écologique qui sera coûteuse, comme le rappelait Mathilde Viénaud, il faut aussi qu'on revoie notre logiciel sur notre volonté d'être les plus grands exportateurs mondiaux de la planète et que les Allemands le comprennent. Quand ils le sont, ils ont une épargne excédentaire qu'ils doivent placer ailleurs que sur le territoire allemand, quitte à ce que ce soit à Chypre, avec les risques financiers que cela peut induire. Donc il y a tout un logiciel de réflexion à avoir sur les modalités du financement de la transition sociale écologique. Moi, je crois qu'on a surtout besoin de plus d'Europe, parce que les marchés, un marché européen, un marché financier, on accompagne des start-up. Mais lorsque les start-up deviennent licornes et qu'elles se développent vraiment, elles vont aux États-Unis. Parce que c'est plus facile, on les valorise mieux aux États-Unis. Donc l'Europe a un retard considérable. Il va falloir que les États membres de l'Union européenne cessent de se prendre pour des puissances mondiales et qu'ils acceptent de mettre en commun un certain nombre de prérogatives qui relèvent, dit-on, de la souveraineté, une souveraineté qu'ils ne peuvent plus exercer seuls au plan national. Donc là, je pense qu'il y a un vrai chantier. Il est européen. Donc mobiliser l'épargne des Européens, c'est excellent,
Mais ce sera quand même de la dette. Parce que si vous mobilisez le livret A, par exemple, les épargnants demanderont quand même qu'on leur verse 2,4%. Et 2,4% appliqué à 3 450 milliards, ça fait quand même plus que le budget de l'éducation nationale. Mais tant que l'inflation sera légèrement au-dessus, en termes réels, ça tiendra. Je vous le promets. Non, mais il suffit qu'elle soit à 2,5, donc c'est pas trop non plus. D'accord. Peut-être une autre question dans la salle? Oui. Tout ça pour dire qu'il faut qu'on arrête de se raconter des histoires, d'être court-termiste en diable et de réhabiliter le principe de réalité. C'est en cela que la reddition de comptes peut être une utile contribution à la pédagogie et à la prise de conscience de ce que nous avons à faire et des arbitrages à prendre. Monsieur, on vous écoute. Merci pour la qualité de ces échanges très intéressants. Puisqu'on en est à parler des vaches sacrées, il y en a une qui n'avait pas été évoquée, vous venez de l'évoquer, monsieur. Rapprochez le micro pour qu'on vous entende. Comment est-ce que vous réfléchissez à l'idée de laisser filer l'inflation ? C'est un moyen de réduire la valeur réelle de la dette, ça change le mal de place, même si ça ne résout pas vraiment le problème. Et il y a une vraie question de justice générationnelle et je suis un peu surpris que cette discussion autour de faire sauter le verrou du déficit ne s'accompagne pas de cette question parallèle de peut-être l'alternative, ce serait de laisser filer l'inflation. On l'a fait un petit peu à notre corps défendant depuis 2021-2022, un peu trop vite sans doute, parce qu'on avait atteint des taux d'inflation qui étaient très très élevés, très hétérogènes aussi entre les États membres de l'Union européenne et de la zone euro, ce qui posait des difficultés de gestion de la monnaie unique. La raison sans doute pour laquelle on n'en a pas parlé, c'est que le traité, aucun des États membres ne veut le rouvrir pour quelque question que cela soit, parce que si vous le rouvrez pour les questions budgétaires, les Hongrois vont nous demander à ce qu'on l'ouvre sur d'autres questions d'ordre juridique. Si on l'ouvre pour les questions juridiques, il faudra l'ouvrir pour les questions budgétaires, donc personne ne veut l'ouvrir. Et le statut de la Banque Centrale Européenne est dans le traité d'Union Européenne et il indique qu'elle doit assurer la stabilité des prix sans indiquer ce que cela signifie. Et c'est la Banque Centrale Européenne qui s'est octroyé ce droit exceptionnel de dire ce que stabilité des prix voulait dire, une cible à 2%, en rythme annuel à moyen terme. Alors, il y a eu plusieurs définitions, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu la Banque Centrale Européenne. Elle a ouvert une discussion en 2021 sur la révision de sa stratégie. Elle n'a pas, semble-t-il, eu la volonté d'augmenter cette cible d'inflation, qui est, comme vous le dites, une possibilité qui s'offrirait aux Européens, mais à d'autres pays aussi, d'alléger un petit peu le poids réel de leur dette. Ça, c'est une possibilité, mais il faut que ça reste crédible et qu'on ne passe pas de 2 à 10, mais qu'on se passe éventuellement à une fourchette de 1,5 à 3,5, où on a une politique monétaire qui reste accommodante si l'inflation est au-dessus des 2%. Aujourd'hui, elle ne l'est pas et ça restreint les marges de manœuvre budgétaires, ça c'est indéniable. Je vous propose de prendre une dernière question en ligne. Donc Raphaël Chouraki nous demande: peut-on envisager une annulation de la dette française détenue par la BCE et avec quelles conséquences? Vous avez 2 minutes. La question n'était pas pour moi, on est d'accord, mais comme je vois l'appétence de mes collègues à y répondre. Donc c'est un débat qui a été mené quasi exclusivement en France il y a 3 à 4 ans, qui poserait le problème suivant, c'est que annuler une dette, c'est perdre toute crédibilité, toute réputation vis-à-vis de nos futurs créanciers. Comment est-ce qu'on émettrait de nouvelles dettes auprès de nouveaux créanciers s'ils considéraient que la dernière fois qu'on en a émis, certes, elle était au bilan de la Banque Centrale Européenne, mais elle a été strictement annulée, sachant que l'annulation d'une dette publique détenue par la Banque Centrale Européenne n'a aucun effet réel. Donc ça n'a aucun effet. Et donc il y a le risque réputationnel que cela poserait qui continue de poser question. Mais cette dette peut rester à la Banque Centrale Européenne. C'est pour ça que je l'évoquais tout à l'heure, parce que si on se met à faire des déficits publics tous azimuts en Europe, qu'on laisse les dettes augmenter, il va encore y avoir des augmentations de taux d'intérêt de dettes de certains pays par rapport à d'autres. L'augmentation des spreads. Les spreads italiens vont augmenter par rapport au taux d'intérêt allemand, les spreads français, etc. Pour fermer ces spreads,
il y a un moyen, c'est que la dette publique soit acquise par la Banque Centrale Européenne, qui homogénéise au moins les taux de rendement, voilà. Oui. Mais sans annulation. Mais je pense qu'il faut exclure l'annulation. Je partage cet avis. La dernière fois que la France a annulé de la dette, c'était en 1797. Et depuis, on n'a jamais fait. Et quand on a 60% de la dette qui est détenue par des étrangers, ce serait dangereux d'imaginer l'annulation. Cela étant, je ne sais pas qui certifie les comptes, de la sincérité des comptes de la Banque Centrale Européenne. En tout cas, considérons, parce que les dettes que détient la Banque Centrale à des taux zéro, sur le marché, je ne sais pas très bien ce que ça vaut. Donc, c'est vrai que c'était commode et que, dans certaines circonstances, on ne peut pas faire autrement. Mais vient un moment, quand même, où il va falloir que la gouvernance publique cesse de se raconter des histoires, de pratiquer un peu trop l'illusionnisme et de revenir aux réalités. Nous avons des réformes à faire qu'on n'en finit pas de mettre en œuvre. Je pense que le débat politique doit porter sur ce plan et je persiste à dire qu'il est temps aussi de faire bouger l'Europe. Pourquoi on a fait un règlement, un pacte de stabilité et de croissance? C'est parce qu'il n'y a pas d'Europe politique. Moi, j'étais persuadé, quand on a fait l'euro, que c'était un premier pas vers une intégration politique. Il ne s'est rien passé depuis. Donc, peut-être qu'on remerciera M. Trump d'avoir mis l'Europe face à ses responsabilités et à son destin. Mais sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance, il y a une énorme erreur de stratégie qui a été faite. C'est celle d'imaginer qu'à partir du moment où on réformerait les règles en avril 2024, qu'elles seraient respectées, ça c'était aussi une condition, eh bien les Allemands accepteraient d'ouvrir les négociations sur une capacité budgétaire commune qui nous permettrait aujourd'hui de financer les dépenses militaires communes dont nous avons besoin. Mais les Allemands ont dit « Ok, on réforme les règles, on met plein de clauses de sauvegarde pour être sûr que les gens les respectent et que ce soit très contraignant. C'est tellement contraignant que personne n'y comprend rien et que personne ne l'applique. Et par ailleurs, ils ont fermé la porte à ce budget un peu plus fédéral que vous appeliez de vos voeux. Et je pense que vraiment c'est une naïveté de la part de certains des négociateurs de la réforme du pacte de stabilité et de croissance que de penser que s'ils donnaient quelque chose à l'Allemagne à ce moment-là, l'Allemagne ouvrirait les négociations sur la capacité budgétaire commune. Ce que font les Allemands avec leurs 500 milliards, c'est faire de la relance budgétaire pour eux-mêmes, à leur bénéfice. Ils en ont besoin, au bénéfice des autres, tant mieux, mais ils ne vont pas rouvrir, me semble-t-il, des négociations sur un budget commun. À mon avis, c'est ce qui manque à l'Europe, parce que vous appelez plus d'Europe de vos voeux, et ce serait un moyen de l'avoir. Le budget commun est un vrai sujet, et de savoir comment on le finance, ce budget commun. Bien sûr, mais là, on n'a pas trouvé la solution. Quand on a fait cet emprunt de 650 milliards à la suite du Covid, dans le cadre du Covid, on a dit, bon, c'est pas grave, parce qu'on remboursera à partir de 2028. Bon, là encore, c'est une fuite en avant. Donc ce que j'appelle de mes voeux, vous le comprenez bien, c'est qu'on ne se raconte pas d'histoire, parce que vient un moment de vérité. Et la reddition des comptes, si ces comptes sont sincères et réguliers, je m'étonne, par exemple, aujourd'hui, on dresse le patrimoine de l'État, le compte de résultat de l'État, qui font l'objet d'une certification par la Cour des comptes, mais ça ne vient même pas en débat devant le Parlement. Donc ce qui me rassure et qui me rend confiance, c'est qu'on a d'immenses progrès à accomplir. On va terminer sur cette note d'espoir. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions et merci à tous pour votre attention.